bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour mieux comprendre ensemble un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux disparitions à l'étranger et notamment les disparitions sur un autre continent que l'Europe. Cela fait 23 jours que la jeune Natacha de Combrug n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Elle effectue un trek en solitaire au Pérou, sur les hauts plateaux des Andes. Son dernier message sur Facebook date du 20 janvier dernier. Depuis, plus rien, et c'est précisément de ce plus rien dont on va parler aujourd'hui. Que faire quand un proche disparaît à plusieurs milliers de kilomètres? Quelles démarches entreprendre? Quels sont les différents recours et les soutiens? Avec nous pour en parler, Marie Cherchari, bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En face de vous, David Rimeau, bonjour. Bonjour. Commissaire de police, cellule personnes disparues de la police fédérale justement. Et à vos côtés, Jean-Marc Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien procureur du roi et par ailleurs aujourd'hui vos fonctions, vous les exercez au sein de l'agence partenaire Gosselin et De Walk. Merci d'être là, merci d'être resté. Nous avons joint également par appel vidéo Damien Véron, bonjour. Bonjour Damien, je ne vous ai pas entendu, mais en tout cas, j'indique à nos téléspectateurs que vous êtes le frère de Tiphaine Véron qui a disparu au Japon en juillet 2018. Ce sera l'occasion de revenir sur cette affaire et de voir à l'aune de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui quels éléments on peut en tirer, quels enseignements aussi on peut en tirer. On peut quand même, avant de commencer le débat, parler de l'affaire. Les fonctions qui sont les vôtres, chacun, chacune, font que vous pouvez en parler en termes très généraux de ce qu'on sait, de ce qui m'a été communiqué à l'instant par nos journalistes. Natacha de Combrug a disparu donc au Pérou, je le disais, le 23 janvier. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel avant de partir tôt le matin du 24 pour le canyon de Colca. L'ambassadeur de Belgique au Pérou est actuellement là-bas, où la Belge de 28 ans a disparu il y a 3 semaines. Donc maintenant, le parquet fédéral qui a été saisi est en communication avec les autorités locales. Alors on avait vu la semaine dernière qu'une dizaine de secouristes avaient dû interrompre ce week-end les recherches à cause d'un manque de soutien de la part des autorités locales. On compte actuellement plus de 30 officiers à la recherche de la jeune femme dans une zone montagneuse, il faut le dire pour ceux qui ont vu les images, très escarpées. Un corps sans vie a été retrouvé hier, mais il s'agit d'une fausse alerte, ça n'est pas elle. Des policiers belges devraient bientôt, vraisemblablement, rejoindre les forces de l'ordre péruviennes sur place. Alors voilà, ça c'est pour ce qu'on sait à l'heure actuelle et ça va certainement évoluer. Cette mise en contact entre les polices, c'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a favorisé, ou en tout cas, comment êtes-vous intervenu ? Alors, il faut savoir, si vous êtes belge à l'étranger et que vous vous retrouvez dans une situation de détresse, d'urgence, et que par vos propres moyens, eh bien, vous ne pouvez plus faire face à cette situation, vous pouvez toujours en fait faire appel à l'ambassade de Belgique ou au consulat de Belgique sur place. C'est une de ces fonctions. Voilà, c'est une de nos fonctions et c'est ce qu'on appelle l'assistance consulaire pour nos ressortissants belges à l'étranger. C'est une fonction très importante de nos ambassades sur place. Et dès lors, en fait, on va souvent fonctionner comme un premier point de contact pour les familles, pour les proches de la personne qui, en l'occurrence, ici, il y a un cas de disparition qui a disparu. Ce qui est important à savoir, c'est que la Belgique a plus d'une centaine d'ambassades et de consulats dans le monde. C'est beaucoup pour un pays comme pour la Belgique. Et si, par exemple, nous n'avons pas d'ambassade ou de consulat dans ce pays-là, on a toujours un réseau de consuls honoraires qui ont des prérogatives plus limitées, mais qui néanmoins sont également présents pour représenter nos intérêts sur lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà, ça c'est une première, vraiment le rôle des affaires étrangères. Là, donc, dans le cas précis, il y a quand même 2 éléments. Il y a eu cette coordination de la police et on y reviendra bien sûr. Et puis il y a le fait que l'ambassadeur de Belgique s'est quand même déplacé sur les lieux de la recherche. J'imagine que ça a diplomatiquement quand même une importance. C'est un symbole important ce déplacement. Mais c'est donc vraiment un des rôles de notre ambassade. En fait, c'est vraiment de faciliter, d'appuyer en fait les démarches de la famille et des proches qui traversent généralement un moment très difficile, qui sont parfois très éloignés du lieu où la disparition a eu lieu. Et donc nous, en tant qu'ambassade sur place, avec notre personnel, également notre personnel local qui parle la langue du pays, eh bien, nous pouvons vraiment démarrer les démarches dès que nous sommes informés d'un cas de ce type et où les circonstances le justifient. Donc
disparition inquiétante, on peut vraiment lancer les démarches pour prendre des informations auprès des autorités locales, auprès de la police, auprès des hôpitaux si c'est nécessaire, en nous reposant aussi sur notre réseau local, évidemment, grâce à l'ambassade. Donc c'est un travail quand même un peu dans l'ombre, discret, vous ne faites pas état de tout ce que vous faites, mais il s'agit bien quand même d'aider la famille à trouver un support, un soutien là-bas, et donc j'y reviens, de coordonner certaines fois les équipes qui travaillent sur cette disparition, par exemple. Oui, donc tout à fait notre rôle. Alors, ça va vraiment être de faciliter la recherche et l'échange d'informations également avec les familles. On reste en contact tout au long avec les familles pour assurer leur information. Également en contact avec les autorités policières et judiciaires locales, avec les autorités policières et judiciaires en Belgique, assurer qu'on peut mettre en lien les deux, assurer que la coopération et la coordination peut se faire entre tous ces services. Ça, c'est certainement un rôle qu'on remplit, oui. David, il faut pour ça que les familles signalent qu'il y a eu une disparition, évidemment. Justement, cette coordination entre les polices qui est en train d'avoir lieu là-bas au Pérou, quelles en sont les conditions et peut-être aussi les limites? Mais déjà, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir si la disparition est inquiétante ou pas, telle qu'on se la pose en Belgique lorsqu'on est confronté à un cas belgo-belge. Et donc, dans le cas de figure, à partir du moment où on a des éléments qui apparaissent selon lesquels la disparition est inquiétante et donc on suppose que la personne disparue est en danger, on va toujours conseiller aux familles, si ce n'est pas encore le cas, de déposer une plainte en Belgique, dans une police locale, en général celle du lieu du domicile de la personne disparue, parce que ça va faciliter les choses. Et puis on va travailler dans le dossier belge, c'est-à-dire qu'on va exécuter des devoirs en Belgique qui vont avoir comme conséquence que les résultats de ces devoirs pourront être transmis aux autorités du pays dans lequel la personne a disparu. Et ça va évidemment beaucoup faciliter les choses. Pourquoi ? Parce qu'on va éviter de devoir attendre des demandes via des commissions rogatoires internationales qui peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Et donc le fait de pouvoir ouvrir un dossier en Belgique, même si la personne n'a pas disparu en Belgique, va énormément faciliter les choses en matière de devoirs d'enquête et de transmission de ces résultats vers l'étranger. Et on parle notamment d'enquête bancaire, d'enquête sur le téléphone, de perquisition au domicile de la personne disparue, de relevé ADN, enfin toutes ces choses qui en Belgique peuvent aussi faciliter les choses. Donc qu'on fournit à la police locale pour qu'elle puisse travailler mieux, savoir qui elle est en train de rechercher. Voilà, parce qu'une des questions essentielles qu'on va se poser lorsqu'une personne disparaît, c'est de connaître la personne, de connaître son profil. Et ça, on peut déjà le faire en Belgique. Et donc, notre but, évidemment, étant de gagner du temps, parce que dans une disparition, le temps qui passe est notre pire ennemi. Donc, on va essayer de faciliter les choses en ouvrant un dossier en Belgique, sous l'autorité toujours d'un magistrat belge, évidemment. Alors, on sait tous qu'on a le droit de disparaître, évidemment. Quels sont les critères qu'on aligne pour comprendre que la disparition doit être considérée comme inquiétante? Donc, on a une directive ministérielle depuis l'affaire Dutroux qui détermine quels sont les critères d'une disparition inquiétante. Alors quand il s'agit d'un mineur, c'est 13 ans, donc on estime que toute disparition d'un enfant de moins de 13 ans est d'office inquiétante. Sinon, on a des critères liés à l'état de santé de la personne, donc si elle souffre d'un problème d'autonomie ou cela prend des médicaments qui sont vitaux. On parle par exemple de personnes qui ont du diabète ou qui ont un problème cardiaque par exemple. On parle de personnes qui ont des tendances suicidaires ou alors des personnes qui disparaissent dans des circonstances où on pense qu'elle pourrait être en danger de mort, notamment en raison de l'environnement, donc des zones boisées à proximité d'un cours d'eau, ou lors de conditions météo qui pourraient être très défavorables, ou alors lorsqu'on sait par exemple que ces personnes étaient dans des états où ils pourraient être en danger, par exemple des personnes en état d'ébriété ou sous influence de stupéfiants, ou alors lorsqu'on pense que la personne aurait pu être victime d'un fait criminel et qu'elle disparaît. Et le dernier critère, c'est lorsqu'on a un élément qui est totalement contradictoire par rapport à son comportement habituel. C'est ça. Et donc ici, sans entrer dans les détails, mais la disparition de Natacha remplit évidemment plusieurs de ces critères, puisqu'on est à la fois dans un environnement hostile, c'est-à-dire des canyons au Pérou, mais on a aussi un critère tout à fait inhabituel puisque Natacha donnait des nouvelles tous les jours à ses proches et que du jour au lendemain, on a une absence complète de nouvelles qui est complètement inhabituelle. Ça, évidemment, le fait que ça cesse d'un coup, voilà. C'est un critère Donc inquiétant. dès le départ,
on avait la certitude qu'il y Ouais. avait quelque chose d'inquiétant concernant cette disparition. Donc à partir de ce moment-là, il y a la fameuse plainte, ou en tout cas le signalement de disparition, et ça s'enclenche assez vite, c'est ce que vous dites, quoi. Oui, comme on l'offrait en Belgique, C'est ça. où évidemment, il n'y a aucun critère de temps. Et donc là, un petit rappel, on parle jamais de 24 heures dans le cadre d'une disparition. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre 24 heures. Ah, on entend beaucoup ça Voilà. dans Et ça, les c'est- séries. C'est effectivement. complètement faux. Donc, On peut y aller direct. à partir du moment où on s'inquiète pour quelqu'un, Ça chaque minute compte et donc il faut être très réactif. Alors Jean-Marc, je vous demanderai les détails de la façon dont la justice a été saisie et réquisitionnée. Le truc qui est quand même intéressant, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une disparition inquiétante. Il faut qu'il y ait quand même la suspicion d'un acte criminel sur la personne qui est portée disparue, je crois, pour que quand même on mobilise une enquête dans ce sens. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que cette supposition s'organise pour que, de la même façon, on déclenche assez vite un recours de l'ordre de la justice? Mais David vient un peu de l'expliquer. Il y a un certain nombre de critères qui se trouvent dans une C'est circulaire la même chose, ministérielle. ouais. C'est la même chose. La petite nuance, c'est qu'on a une espèce de fiction. On pourrait être dans un cas où la disparition est inquiétante selon un des critères, mais sans qu'on ait réellement encore d'éléments qui démontreraient une intention criminelle derrière. Mais on considère qu'il y a toujours ce risque à partir du moment où on est dans une disparition inquiétante. Et donc la justice travaille comme dans un dossier criminel pour d'abord retrouver la personne, pour pouvoir déterminer les circonstances ou pas de sa disparition. Donc ces critères sont des balises très strictes d'ailleurs. Hein. Cette circulaire, elle doit être respectée. C'est pas sujet à interprétation. C'est pas sujet à interprétation. On est dans un critère de la circulaire. On attend de l'ensemble de la chaîne judiciaire qu'on réagisse selon les directives qui sont reprises dans cette circulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que David vient de dire par rapport à l'aspect judiciaire. Si on n'avait pas cette capacité d'intervention en Belgique, on perdrait énormément de temps. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. On perdrait énormément de temps parce qu'on devrait attendre une commission rogatoire en provenance des autorités péruviennes. Donc ça prend énormément de temps. Donc le fait d'ouvrir un dossier en Belgique, souvent dans les parquets on appelle ça un dossier miroir, hein, le fait d'ouvrir un dossier miroir en Belgique, ben, ça permet d'avancer très vite et d'avoir un certain nombre d'informations qu'on peut directement donner. Donc ça c'est vraiment sur le plan judiciaire, c'est primordial. Je pense que David vient de le répéter à plusieurs reprises, dans ces dossiers-là, ce qui est vraiment important sur le plan judiciaire, mais sur tous les plans, c'est la rapidité. Ce sont les premières heures, ce sont les premières minutes qui sont primordiales. Après, une justice et une police, dans le lieu, là en l'occurrence le Pérou, sont souverains d'une certaine façon. Et donc, il y a quand même l'idée de s'immiscer sans mettre en doute leur souveraineté. Oui. Ça, j'imagine que dans vos deux cas, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Bien sûr, mais c'est le principe de la coopération internationale. Et de nouveau, le fait de pouvoir avoir un dossier existant en Belgique nous permet de nous raccrocher à des principes généraux de la coopération internationale. Mais qui sont admis par tous, ces principes, c'est-à-dire le Pérou est co-signataire d'une charte de la coopération internationale au même titre que nous? Alors, je n'ai pas vérifié spécifiquement par rapport au Pérou, je ne saurais pas vous dire, mais il y a effectivement un certain nombre de traités qui peuvent différer de pays à pays, qui permettent un degré de coopération internationale et des réponses qui sont... Alors, au sein de l'Union européenne, c'est très simple, puisqu'on a les enquêtes européennes. Une fois qu'on sort de l'Union européenne, c'est un peu plus complexe. Ça dépend vraiment des différents traités qui lient les différents pays. Mais on rentre dans un contexte qui est vraiment un contexte balisé légalement. C'est le principe du fonctionnement de la justice et de la police. Il y a des balises légales. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et donc, l'idée, c'est de se raccrocher à ces balises légales pour être le plus efficace possible. Mais David, du coup, alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez si les fameux 3 policiers belges sont là-bas, vont être envoyés là-bas, peut-être sont-ils en transit, mais on comprend bien l'utilité à un moment de se déplacer sur le lieu. On ne peut pas tout commander et téléguider, surtout face à une police souveraine, de loin. De toute façon, on n'a aucun pouvoir d'injonction. C'est ça. On n'a aucun droit de leur dire ce qu'ils sont obligés de faire. On pense évidemment à plein de choses de notre vue d'ici, et donc la plus-value d'envoyer des collègues sur place est aussi de se rendre compte effectivement sur place de la situation, de l'environnement, mais même sur place, mes collègues n'auront aucune injonction à faire aux policiers péruviens. Ils pourront leur donner des conseils, ils pourront leur donner des précisions quant au profil de Natacha, même si les parents sont évidemment sur place et sont les mieux à même à expliquer qui est leur fille. Et puis peut-être aussi qu'on pourra leur apporter aussi notre expertise et notre expérience par rapport aussi à certains moyens technologiques dont on dispose et dont les Péruviens ne disposeraient pas.
Mais tout ce qu'on peut faire, ce sont des propositions d'enquête ou des offres de services, mais à aucun moment on ne peut les contraindre ni les obliger à faire quelque chose sur leur territoire. J'imagine qu'il faut énormément de tact pour, de façon implicite, donner, non pas des conseils, mais des indications d'enquête, sachant qu'on met en doute aussi un peu leurs compétences si on le fait trop frontalement. C'est délicat à faire, ça. On ne mettra jamais en doute leurs compétences. Ce qu'il y a, c'est qu'on est face à des cultures différentes. Oui. Enfin, déjà, on ne parle déjà pas la même langue. Donc, et puis, bon, évidemment, en Belgique, on a été formaté par l'affaire Dutroux. Donc, c'est clair que l'approche d'une disparition en Belgique est complètement différente que dans n'importe quel autre pays, même par rapport à la France, les Pays-Bas ou à nos voisins directs. C'est clair qu'en Belgique, on a des réflexes et on a une procédure particulière qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, le service dans lequel je travaille est unique en Europe. Il n'y a pas d'autres services similaires. Et je veux dire, ça, c'est une des conséquences, évidemment, du drame qu'on a connu suite à l'affaire Dutroux. Mais ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est d'apporter une expertise, une expérience et essayer au maximum de les aider dans leur enquête sans jamais intervenir d'une manière contraignante parce que, de toute façon, on n'en a pas le droit. Et l'inverse serait exactement pareil. Quand on a des disparitions d'étrangers en Belgique, les collègues étrangers peuvent nous apporter des compléments d'information, mais il n'est pas question qu'ils viennent intervenir de manière contraignante dans nos dossiers. Et vice-versa. Damien, on parlera tout de suite après la pub de votre sœur, Tiffaine, disparue au Japon. Mais juste avant, pour clore un petit peu cette page spécifique sur l'enquête là où elle en est, je voulais vous demander tout simplement, avant qu'on tourne une page de pub, ce que ça vous inspire, comment ça fait écho à votre expérience, ce que vous entendez là. Non, mais déjà, les conseils qui sont divulgués sur le plateau sont très importants parce qu'effectivement, tout de suite, en France, nous avons porté plainte pour que justement, par la suite, une instruction soit ouverte. Et puis surtout, effectivement, le rôle de l'ambassade sur place est essentiel. Nous, lorsque ma sœur a disparu au Japon, l'ambassade a pu nous accueillir et nous appuyer effectivement sur nos démarches et inciter la police locale à agir. Donc effectivement, c'est très très important d'être très réactif. Là, on vient de voir une carte du Japon avec le zoom se faisant sur la ville de Nikko. C'est là précisément que s'est rendue votre sœur. Je propose qu'on tourne une brève page de pub et on se retrouve tout de suite après pour évoquer cette affaire et les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui. A tout de suite. Notre plus grand plaisir, passer du temps avec nos enfants. Avec Amber, nous avons repensé notre maison pour ce qui compte vraiment. Camber, more space for your place. Parlons cash. Vous êtes ici dans votre salle des marchés entre New York, Tokyo, Londres et Bruxelles. La robotique, l'intelligence artificielle, le cloud computing, ce sont vraiment les valeurs de l'avenir. Tara Bando est à mes côtés. D'autres invités nous rejoindront pour vous informer et vous aider à faire fructifier votre argent. There is an incredible appetite with the new young retail traders. Que vous ayez 100 ou 10 000 euros à investir, que vous soyez complètement novice, très averti. Le Bitcoin est une valeur refuge par rapport à l'or. Parlons cash, c'est votre nouvelle émission Finance. Tara, depuis la salle des marchés d'Hélène 24. Oui, rendez-vous tous les vendredis à 23h. Chez Faust Plus, nous nous engageons à recycler tous les emballages. Donc, nous allons transformer votre flacon de crème solaire... Je prendrais bien un petit bain de soleil, tu vois, tout à l'heure. ...en bidon d'eau de Javel. Oui, enfin, en attendant, grand nettoyage. Faust Plus. Recycler tous les emballages. Allons-y. Deuxième partie de ce Pour Info dédié aux disparitions à l'étranger et notamment sur un autre continent que l'Europe. Nous avons joint par appel vidéo Damien Véron. Merci d'être avec nous. En juillet 2018, je le disais, votre sœur Tiffaine disparaît au Japon. Elle avait 36 ans, dans la ville de Nikko, qui se trouve à 150 km de Tokyo. C'est le propriétaire de l'hôtel où elle s'était installée, qui, n'ayant pas de nouvelles, a prévenu la police dans un premier temps. Pour vous, qu'est-ce qui s'est déclenché à ce moment-là ? Nous, alors déjà, j'ai vu tout de suite des similitudes avec Natacha, puisque Tiffaine, elle, son objectif, c'était vraiment de partager son voyage avec nous. Donc nous étions connectés
par les réseaux sociaux, par WhatsApp notamment. Donc dès qu'elle arrivait quelque part, elle nous envoyait tout de suite des photos. Donc finalement, la coupure a été assez brutale, puisque 2 jours après son arrivée au Japon, donc sa première étape de son voyage qui était à Nikko, nous n'avons plus du tout une nouvelle. Donc ça a été d'une violence assez extrême. On a commencé à s'inquiéter et très rapidement, on a pu avoir un message de l'ambassade de France au Japon nous prévenant que, comme vous l'avez évoqué, que l'hôtelier expliquait que Tiffen n'était pas venu pour faire son check-out et que toutes ses affaires étaient dans sa chambre d'hôtel. Alors là, vous vous êtes déplacé très vite et vous avez été mis en contact avec les médias locaux. Je crois que pour vous, c'est extrêmement important, ça l'a été, de se déplacer assez vite, de ne pas hésiter à le faire, et aussi de médiatiser l'affaire, chose à laquelle peut-être on ne pense pas spontanément dans l'état de désarroi dans lequel on se trouve face à ces situations. Oui, alors il y a eu différentes étapes. Alors déjà, tout à fait, c'est pour ça que c'est important. Parce que le problème, c'est quand il y a une disparition, tout de suite, vous êtes un petit peu en état de choc et de sidération. Donc, c'est très important d'être appuyé. Nous, donc, on a très vite porté plainte en France. Puis après, effectivement, nous sommes allés au Japon. Ce qui était très intéressant et ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que, si vous voulez, selon le pays où la personne disparaît, le choc de culture peut être assez violent. Et c'est ce qui s'est passé avec le Japon. Puisque lorsque nous sommes arrivés, les Japonais nous ont expliqué que c'était terminé, qu'il n'y aurait pas de recherche et qu'ils ne chercheraient pas Tiffen. Or, c'était un véritable contre-la-montre, parce que nous pouvions imaginer que Tiffen pouvait être quelque part blessé et attendre des secours. Donc c'est pour cette raison, voyant qu'il n'y avait pas du tout d'enquête menée, nous avons décidé, nous avons eu un peu de chance, mais de pouvoir médiatiser au Japon, ce qui a fait que ensuite, nous avons eu l'appui de l'ambassade, puis de l'ambassadeur de France qui s'est déplacé à Nikko. Donc oui, la médiatisation, ça peut être important, effectivement, quand les choses ne bougent pas. C'est vraiment du cas par cas. Vous avez vraiment remué ciel et terre, à tel point que votre autre sœur, qui est journaliste, était parvenue à se faire accréditer à l'Élysée, et elle est parvenue à interpeller le président Macron précisément quand il rencontrait le Premier ministre japonais. Est-ce que ça a aidé? Ça a en tout cas permis d'être écouté dans les plus hautes sphères de l'État. Oui, alors nous, ce qui est évident, c'est qu'on a eu tout de suite, l'appui de l'ambassade de France qui a été à nos côtés, qui ont provoqué, donc c'est ce qui était évoqué sur le plateau, c'est-à-dire ils ont pu se rendre sur place, nous représenter, inciter la police locale à faire des choses. Sauf qu'effectivement, il ne se passait rien. Donc Sybille, ma petite sœur, courageusement, effectivement, a été accréditée pour le déplacement de Shinzo Abe en France, et elle a interpellé donc Emmanuel Macron en disant mais il ne se passe rien, le temps passe, si on ne fait pas des choses, peut-être que Tiffen, on ne pourra jamais retrouver Tiffen. Donc elle a interpellé notre chef d'État qui a bien réagi, qui a dit vous avez raison, si vous sentez que les choses ne sont pas faites, écoutez c'est normal, il faut que les choses soient faites. Tiffen est française, il faut qu'elle soit protégée par la France, il faut que des actions soient menées. Pour donner vraiment l'ampleur de l'incompréhension de votre part, y compris une fois revenu en France, vous vous êtes rendu compte très vite que c'était une zone dans laquelle elle s'était rendue où des choses graves avaient pu avoir lieu. La police prétextant que ça y est, l'enquête était bouclée parce qu'il y avait eu un typhon. Or, vous vous êtes rendu compte après coup que ça n'avait pas eu lieu. Et là, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que les autorités françaises s'investissent ne veut pas dire pour autant qu'elles peuvent revêtir une autorité auprès de la police locale, surtout quand la police prétend avoir bouclé l'affaire en bonne et due forme, quoi. Mais oui, en fait, tout dépend du pays dans lequel vous êtes, puisqu'au Japon, c'est vraiment un pays, on peut dire, assez fermé. C'est-à-dire que si les autorités locales n'acceptent pas de collaboration, ce qui s'est passé finalement, puisqu'ils ont accepté évidemment de recevoir l'ambassadeur de France, mais ils ont refusé le dialogue direct avec la police française. Donc il n'y a pas eu de collaboration directe. Et puis surtout, ce qu'on a découvert, c'est qu'au Japon, c'est un autre fonctionnement. Quand vous avez des disparus, vous avez le phénomène des jouetsu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche qui soit organisée. C'est très rare que des enquêtes criminelles soient ouvertes, malgré le fait, et on a
Et comme on a beaucoup travaillé, notamment avec des enquêteurs privés sur place, on a vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de faits divers. Donc en fait, c'était vraiment, on était en plein désarroi parce qu'on se retrouvait finalement avec un pays avec la France qui nous aidait, mais sans qu'il puisse y avoir de relais sur place, puisque les autorités locales refusaient le dialogue. Alors, avant de revenir à l'état actuel des choses, puisque l'enquête vient d'être relancée et on évoquera ça, Marie Cherchari, ce que vous me disiez, c'est que vous, du point de vue des affaires étrangères, vous faites en sorte quand même de vérifier que les moyens sont mis à disposition pour faire avancer les choses. C'est une de vos missions, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, dans ce genre de circonstances, en fait, comme l'on dit, ça a été dit plus tôt, on n'a pas de pouvoir d'injonction. Évidemment, les autorités locales restent en première ligne pour les recherches, pour l'enquête. Mais de fait, on se déplace sur le terrain et de là, on peut quand même veiller à s'assurer que les moyens nécessaires sont effectivement mis en place pour retrouver la personne qui est disparue. Ça, c'est certainement quelque chose que l'on fait. Ça, David, quand on est face à une police récalcitrante, si j'ose dire, ça devient compliqué. J'imagine que de votre point de vue, on ne désespère pas. On essaye de trouver les moyens de continuer à avancer et faire avancer les choses. Mais face à un mur, comment on fait ? C'est très frustrant parce qu'évidemment, on se dit si on était à leur place, on ferait telle ou telle chose. Maintenant, on est lié aux législations, on est lié aux accords internationaux. Puis en tant que policier, on est aussi lié à la volonté d'un magistrat qui est quand même responsable de l'enquête. Donc, on a parfois, beaucoup de frustration, mais même le phénomène même de la disparition est très frustrant parce que, par définition, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ce sont toujours des enquêtes qui engendrent beaucoup de frustration chez les enquêteurs. Évidemment, beaucoup de désarroi et je pense que monsieur en est un témoin privilégié. Et c'est horrible, être le proche d'une personne disparue. On a l'habitude de dire chez nous que pire que la mort, c'est de ne pas savoir. Je pense qu'on est face à des gens qui attendent des réponses, même des mauvaises nouvelles, mais ils attendent des nouvelles. Et donc, ça engendre beaucoup de frustration, oui. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir ouvrir un dossier en Belgique permet quand même déjà de, entre guillemets, parfois, d'une manière indirecte, d'apporter des éléments aux enquêteurs étrangers et de leur dire, voilà, nous, ce qu'on a à vous apporter, faites-en quelque chose. Mais après, on n'est pas maître et on n'est pas décideur de ce qui se passe dans le pays où la personne disparaît. Ça, Damien, j'imagine que ça fait écho, évidemment, avec votre expérience. En quoi l'enquête est relancée maintenant ? Alors, ce qui est très important, effectivement, c'est que le fait d'avoir porté plainte en France, effectivement, il y a eu une instruction qui a été ouverte. Donc, un juge d'instruction a pu faire une première commission rogatoire internationale. Donc il y a quand même, c'est pour ça que c'est important, parce que la France, ou même là je le vois dans la Belgique, sont vraiment des États qui protègent leurs ressortissants. Donc heureusement, on a des leviers et on a cette possibilité de se faire entendre. Donc un juge d'instruction a été nommé et surtout une commission rogatoire a été envoyée une première fois. Ils n'y ont pas répondu. Une seconde a été envoyée puisque durant pratiquement les 4 années de la disparition de Tiphaine, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vous avez eu énormément de suspects qui ont été identifiés. Donc, si vous voulez, la demande est encore plus justifiée. Donc voilà, par contre, ce qu'on espère, et justement, on a de la chance parce qu'on est assez soutenu par notre président Emmanuel Macron, c'est que le juge d'instruction puisse aussi se déplacer au Japon. Donc heureusement, si vous voulez, l'État français nous protège. On voit que là, la Belgique, dans le cas de Natacha, fait énormément de choses. Donc heureusement, on a ce soutien. Là, l'enquête a été relancée notamment parce que vous avez été mis en contact avec un enquêteur, en la personne de Jean-François Abgral, qui va, lui, se rendre sur place et faire avancer les choses. En quoi, j'ai du mal à comprendre en quoi ça devient possible maintenant, alors qu'avant, alors que vous-même, vous commenciez à comprendre que peut-être c'était pas tout à fait la piste évoquée par la police qui était la bonne. Pourquoi est-ce que ça se débloque maintenant, sachant qu'en plus, on est dans une période où le Japon va rouvrir ses frontières ? Vous avez raison, c'est important puisque tout simplement, même si l'État français s'est, on va dire, donné à 100% pour nous aider, finalement, c'est ce qu'on expliquait, l'État se retrouve, l'action de la France est vite limitée. Donc ce qu'on a été obligé de faire, c'est d'utiliser des moyens privés. Donc on a recruté un avocat, Maître Antoine Wey, qui est l'ex-associé d'Éric Dupond-Moretti, qui a repris le dossier, qui aussi... Le fait qu'il reprenne le dossier, ça a aussi changé beaucoup de choses, puisque... lorsque vous avez des grands avocats qui reprennent les dossiers, c'est-à-dire qu'ils croient en notre cause. Donc ils trouvent que notre combat est légitime. Et puis effectivement, on a dû aussi recruter des détectives privés, notamment
un détective privé qui s'appelle Jean-François Abgral, qui a l'habitude des enquêtes à l'international. Donc si vous voulez, on a été obligé effectivement pour relancer l'enquête d'utiliser aussi bien les leviers privés, les enquêteurs privés, tout en continuant à s'appuyer donc sur notre justice française et sur notamment le juge d'instruction en France, qui on espère va se déplacer. Alors l'association que vous avez créée, qui est la structure porteuse de ces recherches-là, Unis pour Tiphaine, est un peu en train de changer de vocation en ce moment, dans le sens où évidemment il s'agit toujours d'activer cette enquête, mais aussi de faire bénéficier de ce qui vous est arrivé à des personnes à qui il arrive la même chose. Et on va tourner une brève page de pub, exactement l'angle qu'on va prendre pour la troisième et dernière partie de cette émission, à savoir qu'est-ce qu'on peut conseiller très concrètement à des gens qui seraient confrontés à ce type de situation. Restez avec nous, on revient dans une petite minute. À tout de suite. Le Mag Inter, c'est votre rendez-vous avec l'actualité internationale. Chaque semaine, on prend le temps de décrypter une information. Analyse, reportage, débat, pour vous faire un avis sur les grands enjeux de notre monde. We will not forget. Des enjeux d'ordre politique, économique, environnementaux et sociétaux qui agitent et influencent notre quotidien. Le Mag Inter, c'est chaque mercredi à 17h10 sur LN24. Troisième partie de ce Pour Info dédié aux disparitions à l'étranger. On est avec plusieurs experts, notamment vous, Marie Cherchari, vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des personnes qui se rendent à l'étranger, à leurs proches aussi, dans le cadre de la thématique qui nous intéresse, à savoir l'éventualité malheureuse d'une disparition ? Écoutez, ce qu'on conseille toujours à toutes les personnes qui souhaitent voyager, c'est de consulter l'avis de voyage qui est émis par les Affaires étrangères et qui est disponible pour tous les pays dans le monde sur notre site internet, qui est assez détaillé, qui comporte toute une série de différentes sections, que ce soit sur la sécurité, sur les conditions sur place. Donc ça, c'est quand même vraiment une première source très utile. Et deuxièmement, d'enregistrer leur voyage sur le site Travelers Online avec les différentes étapes de leur voyage. Et là, ça permet en fait à l'ambassade sur place d'avoir connaissance de leur présence dans le pays, de leur itinéraire et s'il y a quoi que ce soit à signaler dans le pays, ça peut parfois être une catastrophe naturelle ou autre chose, ça permet d'envoyer directement de l'information de manière proactive à la personne. Je ne suis pas persuadé que tout le monde le fasse, ça, cet enregistrement et cette consultation. Donc ce que vous dites, c'est la consultation du site, c'est diplomatie.be. C'est ça, tout à fait. Elle est fiable, c'est-à-dire qu'il est mis à jour souvent, ce site. Le site est mis à jour de manière continue, donc tous nos avis de voyage sont revus très régulièrement. S'il y a des questions supplémentaires, évidemment, on peut toujours contacter l'ambassade sur place. Et effectivement, le site Travelers Online, ce n'est pas nécessairement un réflexe, et surtout quand on se déplace dans des pays plus proches, on va dire. Le réflexe est présent quand c'est parfois des pays très lointains, etc. Mais quand c'est des pays proches, on se rend compte que ce n'est pas un réflexe, mais on l'encourage vraiment. Oui, David, je me rends compte que là, j'imaginais quelques conseils qu'on pouvait donner. J'imaginais des conseils une fois que l'événement malheureux arrive. Mais en fait, il y a aussi toute une partie préventive qu'on peut écouter, que le policier que vous êtes connaît bien. Il y a comment faire en sorte qu'on ne s'expose pas à une disparition, ou en tout cas qu'on facilite l'enquête ensuite. Donc effectivement, la première chose, c'est déjà d'expliquer aux gens sur place ce qu'on va faire. Par exemple, si on décide de partir en excursion ou en trek, c'est de dire, voilà, je pars pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, de telle manière à ce que s'il y a un retard, que ces gens puissent déjà aviser la police locale que le ressortissant n'est pas revenu de son trip. Deuxième chose pour la personne, c'est de faire en sorte qu'elle ait des éléments traçables sur elle. Bon, la première chose auquel on pense, c'est le GSM. Donc de veiller à ce que ce GSM soit chargé, de prendre une batterie peut-être portable pour que ce GSM soit toujours en fonction durant les journées de trek. De respecter bien sûr les consignes de sécurité locales par rapport à la météo, par rapport à l'environnement, par rapport au fait que si on conseille de ne pas partir seul, de faire en sorte de partir accompagné, mais aussi par rapport aux conditions de sécurité. J'imagine qu'il y a des endroits où il vaut mieux ne pas se balader seul le soir et donc ne pas tenter le diable et respecter les consignes de sécurité locales. Donc ça me semble faire en sorte de le savoir. Bon, quand on est à l'étranger, on a du mal à voir où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là précisément. Mais ça, évidemment, ça va dépendre d'un pays à l'autre et donc c'est très compliqué d'émettre des règles générales. Mais
tout comme même en Belgique, il y a des choses à respecter. Si vous êtes au milieu des fagnes qui a -15, vous partez pas en pleine nuit sans GSM vous balader, c'est pareil, quoi. Non, mais je veux dire, la barrière de la langue faisant, ça justifie d'autant plus la fonction d'un site comme diplomatie.be s'il est bien mis à jour, ce que vous nous avez garanti précisément aussi pour traduire des différents avis locaux qui ne seraient pas forcément formulés en anglais ou en français et qui permettraient de les comprendre. J'ai un point de détail, vu qu'on est dans le pratico-pratique, Jean-Marc, c'est le parquet fédéral qui a été saisi. Dans un premier temps, ce n'était pas le cas. Pourquoi ce switch et quelle est la raison de ça ? Donc il y a une compétence qui peut être commune, c'est-à-dire ça peut être un parquet local ou ça peut être le parquet fédéral, c'est ce que prévoit la loi. Simplement, la pratique au fur et à mesure des années, le parquet fédéral a une compétence spécifique en matière internationale, de coordination en matière internationale, et le parquet fédéral travaille énormément avec l'étranger. Et donc c'est évident que quand on fait appel au parquet fédéral pour gérer ce genre de dossier, on est face à un interlocuteur qui a des contacts à l'étranger, qui travaille habituellement avec l'étranger, avec des officiers de liaison, beaucoup plus qu'un parquet local. Et donc, quand on arrive dans ce genre de dossier, il y a une certaine habitude, j'allais dire, même si ce n'est pas légal, si ce n'est pas obligatoire, il y a une certaine habitude à ce que ce soit le parquet fédéral qui reprenne la gestion de ce genre de dossier. Je voudrais revenir aussi sur un conseil pratique qui a été donné il y a quelques secondes, se faire accompagner. On a parlé d'un avocat qui change un peu le cours ou la vision d'un dossier. Je ne dis pas qu'il faut se faire accompagner par un avocat immédiatement, mais peut-être pourquoi pas. On a beaucoup de mal soi-même quand on est victime à pouvoir voir les choses de manière froide, objective, à se retrouver dans les méandres administratifs. C'est très complexe entre les différents pays, la procédure judiciaire, etc. Donc se faire accompagner, il y a des accompagnements qui sont prévus par les autorités, il y a moyen d'être soutenu par un service d'aide aux victimes, mais je pense qu'un accompagnement de type juridique ou psychologique, se faire accompagner par un avocat qui peut vous représenter, qui peut vous aider, être votre interlocuteur, votre porte-parole vers les autorités judiciaires belges et puis vers les autorités judiciaires étrangères, je pense que c'est un bon conseil à donner si malheureusement on est confronté à ce cas-là. Donc, dans le cadre de ces enquêtes en miroir, quand un parquet en Belgique est saisi, quel peut être selon vous le rôle de la famille précisément entre ces deux entités, ces deux dynamiques ? Mais le rôle est fondamental. Ça a d'ailleurs été, c'est la famille qui peut apporter les premiers éléments qui vont permettre d'orienter l'enquête. Quels sont les derniers contacts. Donc, et puis c'est la famille qui va nous permettre de connaître la personne. C'est très important aussi de savoir à qui on a affaire, quelles étaient ses habitudes, pourquoi elle fonctionnait comme ça, etc. Donc le rôle de la famille est fondamental au départ de l'enquête. Et ensuite dans le suivi, dans l'insistance pour qu'il y ait un suivi justement. Là, vous pensez qu'il faut avoir recours à un avocat. C'est ce que vous sembliez sous-entendre. Je pense que c'est utile, oui, pour se ménager à soi un peu de distance, il y a trop d'aspects, j'allais dire presque psychologiques différents qui jouent en même temps, et donc à un moment donné, avoir une assistance, et c'est bon pour les autorités judiciaires aussi d'avoir face à soi quelqu'un qui peut ne pas, parce qu'on comprend que les familles soient dans l'émotion certainement pendant les premières semaines, et donc c'est plus simple aussi de la gestion du dossier du point de vue judiciaire quand on peut sortir un peu de l'émotion, parler avec quelqu'un sur le plan objectif, et puis travailler sur le plan de l'émotion dans d'autres cadres. Mais donc oui, moi je pense que de manière générale, je dirais, mais spécifiquement dans ces dossiers-là, moi je pense que c'est important de se faire assister. Damien, vous avez entendu ce qui vient d'être dit, c'est très intéressant, évidemment que ça fait écho avec ce que vous avez vécu. Dans votre cas, quand même, l'investissement personnel, émotionnel même, vous n'avez pas hésité à le donner. Je veux bien une réflexion sur ça, à ce sujet, et puis ensuite embrayer sur quand même qu'est-ce que, avec votre expérience, vous conseillez de faire avant aux personnes qui voyagent et ensuite aux familles si elles sont touchées par ce type de drame. Oui, non, mais tout à fait. Alors après, évidemment, le problème aussi d'une disparition, c'est qu'elle évolue avec le temps. Donc peut-être qu'au début, c'est important de se faire conseiller par un avocat, mais c'est peut-être pas primordial. Après, ça peut le devenir en fonction de l'évolution de l'enquête ou des choses. Juste, c'est vrai que c'est important. Je me permets juste 2 secondes de revenir sur la traçabilité. C'est effectivement essentiel, parce que vous pouvez retrouver très rapidement une personne. Nous, c'est vraiment pas de bol, puisque Tiffaine avait son téléphone avec elle, sauf qu'on s'est retrouvé à des problèmes culturels. C'est qu'au Japon, vous n'avez pas d'enquête, et comme il n'y a pas eu d'enquête ouverte, il n'y a jamais eu de réquisition auprès des opérateurs téléphoniques. Donc c'est pas de bol, parce que si vous voulez, je pense que dans un autre pays, ça aurait pu être réglé très rapidement et on aurait pu très vite
retrouver la trace de Tiffen. Surtout que Tiffen, elle, n'allait pas faire un trek, elle allait simplement visiter les musées. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la question que vous m'aviez posée, c'est qu'on a été en lien avec beaucoup d'autres familles, de familles françaises qui ont eu des disparitions à l'étranger. Et on a vu que beaucoup de familles, sous le choc et la sidération, ne faisaient pas forcément ce qu'il fallait, c'est-à-dire ne portaient pas plainte ou n'allaient pas sur place. Alors il faut pouvoir y aller évidemment. Donc j'ai eu beaucoup de familles qui regrettaient justement de ne pas avoir agi tout de suite. Et après, les choses ne se sont jamais passées. On expliquait aussi qu'il y avait un caractère d'urgence lors d'une disparition. Il faut tout de suite pouvoir lancer les choses, puisque déjà, c'est souvent dans les premières heures que des actions peuvent être menées. Donc voilà, donc c'est ce qu'on conseillerait aux familles, effectivement, de porter plainte, de tout de suite aller sur place et d'être réactives. Alors, vous êtes en contact avec des familles qui, pour certaines, regrettent de ne pas s'être déplacées immédiatement. Ce que vous, par contre, vous avez fait. Et je crois que c'est quand même un peu le conseil que vous donnez, c'est effectivement d'y aller, d'aller sur le terrain, de s'investir et aussi, alors qu'on n'est pas forcément en état de le faire, de communiquer avec les médias locaux. Oui, alors les médias, nous, on a eu l'obligation pratiquement parce qu'il ne se passait rien. Mais vraiment la première chose à faire, c'est de tout de suite contacter l'ambassade. Ils sont là pour nous appuyer. Grâce à eux, on a pu avoir un dialogue avec la police locale. Tout de suite, l'ambassadeur de France au Japon a tout de suite mis en place le canal Interpol. Donc malheureusement, le canal était alimenté par la France, mais pas par le Japon. Donc c'est vrai que la première chose à faire, si vous voulez, c'est évidemment de contacter l'ambassade, de pouvoir venir sur place. Le fait d'être sur place, nous, ça nous a permis de constater, d'ailleurs avec l'ambassade, que les choses n'étaient pas menées correctement, qu'il n'y avait pas d'enquête. Donc après, effectivement, le levier de la médiatisation a été important pour se faire entendre. Surtout que les Japonais ont aussi été plutôt d'accord avec nous en disant « mais oui, effectivement, il faut que des choses soient faites ». Parce qu'il y a eu un soutien, ce sera ma dernière question rapidement, il y a eu une sorte d'engouement populaire parce qu'elle avait un vrai attrait sincère pour la culture japonaise, votre sœur, qu'elle avait rédigé des notes en calligraphie japonaise et que très vite la population s'est attachée à cette personne. Oui, tout à fait, ils ont été très touchés parce que les Japonais ont constaté que Tiffen apprenait le japonais, avait prévu des cadeaux pour les Japonais. Donc effectivement, l'opinion publique a été très touchée. Donc les médias, on s'est dit, mais il faut qu'elle soit retrouvée. Donc eux aussi ont essayé de peser comme ils pouvaient, malgré un système d'investigation qui est complètement différent au Japon. Mais la population locale voulait savoir. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage qui est effectivement précieux et il fait écho bien sûr à la disparition il y a 23 jours de la jeune Belge Natacha de Combrugge. C'était à ce sujet aussi que nous étions ensemble ce matin et je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'en débattre. L'information continue sur LN24. Merci chers téléspectateurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci également chères téléspectatrices. À demain.